de Kinshasa à de la Gombe dans le cadre de nos rencontres Les Jeux du numérique. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui commence avec notre activité aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la face cachée des réseaux sociaux. Normalement, je vous présente nos excuses. Normalement, c'était Madame Mira qui devait intervenir. Elle a connu un empêchement des dernières minutes, donc j'ai fait ça à sa place. La face cachée des réseaux sociaux. C'est le thème du jour. Un moment, il y a un petit souci. Voilà. La face cachée des réseaux sociaux. L'Internet. L'Internet, aujourd'hui, fait partie de notre vie. Donc, si on venait à être effacé de notre quotidien, si on effaçait l'Internet de notre vie quotidienne, bon nombre de personnes verraient leur vie basculer du coup et devenir difficile et inévitable. Pour cela, c'est là pour dire que cette technologie est devenue indispensable pour la plupart d'entre nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'Internet est utilisé pour plusieurs domaines, pour plusieurs manières. Il y a d'abord pour la formation, dans le cadre de notre travail, les loisirs, les achats, la vente, etc., etc. Donc, chacun utilise l'Internet de sa façon et selon ses domaines d'activité. Alors, les réseaux sociaux. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a plusieurs. Nous allons essayer d'abord par définir c'est quoi un réseau social. Il y en a Pinterest, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Facebook Messenger, Snapchat, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok. Donc il y en a d'autres. Là, c'est les plus connus, les plus phares. Donc il y en a même certaines personnes développent leurs propres réseaux sociaux. Alors, dans les domaines de la technologie, un réseau social consiste en un service permettant de regrouper diverses personnes afin de créer un échange sur un sujet particulier ou pas. Et en quelque sorte, les réseaux sociaux trouvent des origines dans des forums. En fait, l'idée des réseaux sociaux ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé bien avant. Il y avait des forums de discussion où c'était des plateformes où vous avez un problème ou un sujet, vous partagez, vous postez, et il y avait beaucoup d'intervenants, des intervenants qui pouvaient réagir en rapport à votre sujet, et ça dépendait de divers domaines. Et en plus, par rapport à ces forums de discussion ou groupes de discussion ou salons chat, il y avait toujours un modérateur. Ou c'est lui qui, si vous postez quelque chose qui va à l'encontre du forum ou du groupe, carrément, il ne valide pas ou il supprime le post. Ça, c'était un peu dans l'ancien temps, où il y avait aussi des chats, où on venait le plus souvent de manière anonyme. Vous vous inscrivez et vous entrez, vous donnez votre pseudo et vous commencez à interagir avec des milliers de personnes de manière anonyme. Okay? Dès que vous vous déconnectez, vous quittez les chats. Et ça, c'était même difficile de retrouver la discussion avec une personne. Donc dès que vous perdez, vous disparaissez. C'était un peu dans un monde très anonyme. Alors, dans le monde virtuel, un réseau social est un site internet. C'est un site ou une application
qui permettent aux utilisateurs, des professionnels ou des particuliers, de partager des informations. Chaque utilisateur doit créer un profil. Donc, créer un profil, vous devez vous authentifier sur la plateforme en créant un compte. Et en créant ces profils-là, vous pouvez publier, consulter différents contenus, textes, photos, vidéos, liens. Ce sont les grands espaces de partage qui offrent la possibilité à des millions de personnes d'être interconnectées indépendamment de leur situation géographique. Donc, là, les réseaux sociaux, il n'y a pas de limites géographiques. Donc, je peux être ici, je peux interagir avec des personnes qui sont dans des contrées très lointaines, par exemple à Lubumbashi, à Matadi, en Europe, aux Amériques, en Asie. Donc, c'est un peu l'interaction qui réunit ces gens-là. Il y a les spécificités des réseaux sociaux. Il existe toutefois une multitude de réseaux communautaires plus spécifiques, ciblant soit. Donc, les réseaux sociaux, on peut dire c'est catégorisé en fonction un peu des centres d'intérêt ou suivant l'âge. Il y a par exemple l'âge. Il y a Snapchat. Snapchat regroupe plus des adolescents. Où on fait un peu des blagues, vous prenez une photo avec des histoires là, un peu, des avatars un peu bizarres. Donc ça, c'est pour les adolescents. Et il y a par exemple, pour les passionnés de la création graphique, il y a Beyoncé, c'est un réseau social où les passionnés des créateurs graphiques se réunissent pour partager des informations. Il y a YouTube, par exemple. Là, c'est un réseau social où les gens partagent des vidéos. Divers types de vidéos sont partagés avec ces réseaux-là. Il y a aussi LinkedIn. LinkedIn, c'est plus pour les professionnels. Pour les professionnels qui parlent plus d'emploi, des carrières. Ça, c'est un autre type de réseaux sociaux. Il y a aussi Facebook. Là, c'est un peu plus divers. Il y a Twitter. Twitter, c'est un peu dit plus pour les hommes publics, les politiciens, ou on donne ça plus cette connotation-là pour les politiciens. Donc, ça, c'est les spécificités. Alors, on va parler un peu de la face cachée des réseaux sociaux ou les dark sociales. Les dark sociales, c'est quoi? Dans l'ombre des réseaux sociaux bien connus comme Facebook, Twitter, se cachent les dark sociales. C'est un peu la partie invisible des réseaux sociaux. Alors, dans les dark social, c'est un terme qui est apparu en 2012 sous la plume d'Alexis Madrigal dans le journal Atlantique, désigne l'ensemble des interactions sociales réalisées en dehors des médias sociaux traditionnels. Du simple copier-coller d'un article dans un email jusqu'au partage des liens, d'images via des messageries instantanées, toutes ces actions sont caractéristiques du dark social. Pour lui, la partie, c'est que nous voyons dans les réseaux sociaux, les posts, les likes, il y a toute une partie qui est invisible. Les échanges faits en privé, les messages, les SMS, pour lui, il a catégorisé
tous ces échanges-là comme étant une partie invisible des réseaux sociaux. Donc c'est Alexis Madrigal qui a parlé de ça. Alors, plus de 60 millions d'internautes, 600 millions, pardon, 600 millions d'internautes sont présents sur WhatsApp, 438 millions sur WeChat, 200 millions sur Facebook Messenger. Ils s'échangent des milliards de messages chaque jour. Facebook a ainsi annoncé que plus de 10 milliards de messages sont envoyés chaque jour via la messagerie Facebook. Ce qui est beaucoup plus que le nombre de statuts postés sur les murs des utilisateurs. Donc, vous voyez que cette partie des échanges qui ne sont pas visibles, hormis les likes, tout ça là, donc il y a cette grande partie des échanges qui ne sont pas visibles. Alors, d'ailleurs, à cause de cela, que les géants américains a compris l'importance de la messagerie instantanée en rachetant WhatsApp. Donc, Facebook, à cause de cette partie-là des échanges, plus les interactions sont plus faites de manière anonyme et Facebook a dû racheter WhatsApp pour justement promouvoir cette partie-là. Alors, c'est comme je disais, les dark social fait référence au contenu partagé dans l'ombre des médias traditionnels. Mais d'un autre côté, dans cette partie-là, la face cachée des réseaux sociaux, il y a tout un univers qui va avec. Il y a par exemple, socialement, on observe des problèmes de dépendance et d'anxiété qui ont triplé chez les jeunes en moins d'une décennie. Donc, il y a cette partie-là dans les réseaux sociaux qui crée beaucoup de problèmes avec l'utilisation. Politiquement aussi, nous assistons à une augmentation persistante des diffusions des fausses informations. C'est une partie aussi, je peux dire une partie cachée des réseaux sociaux. C'est maintenant une grande source de fausses informations. Surtout que quand on vient se connecter on vient créer un compte sur un réseau social, il n'y a pas de lien direct qui identifie la personne et les comptes. Je peux créer un compte avec mon nom. Qu'est-ce qui prouve que ces comptes et ces noms-là, ça m'appartient réellement? Même si c'est moi, mais je peux dire que ce n'est pas moi. On peut avoir plusieurs comptes avec le même nom. Donc, ça a créé il y a aussi le scandale Facebook Cambridge Analytica a révélé le vrai visage des réseaux sociaux. Derrière la façade charmante des milliers d'amis, des petits pouces où on partage, on dit j'ai like, tout ça, se cachent en réalité des fléaux qu'on a malheureusement laissé installer. Il y a la haine. De plus en plus, les phénomènes de la haine augmentent. Il y a l'exploitation des données personnelles. Les réseaux sociaux profitent de ces auras-là, comme il y a beaucoup d'utilisateurs, ils en profitent pour exploiter les données personnelles des usagers. Votre positionnement, vos likes, ce que vous aimez, ce que vous regardez, ils en profitent pour vendre ça à des sociétés tierces. Et ainsi gagner de l'argent sans votre consentement. Il y a aussi, comme je l'ai dit tantôt, des fausses nouvelles. Des fausses nouvelles tout le jour, parce qu'il y a cette
tendance, les gens ont plus confiance aux informations qui viennent sur l'Internet. Du coup, beaucoup en profitent pour donner des fausses informations. Il y a la cybercriminalité. La cybercriminalité a augmenté de manière vraiment exponentielle avec les réseaux sociaux. Il y a l'addiction. L'addiction, la dépendance aux réseaux sociaux. Donc, déjà, beaucoup de personnes aujourd'hui, de les réveils, la première réflexe, c'est le téléphone. Combien j'ai des messages, combien ont vu mon statut, combien ont vu ceci, j'ai combien de nouvelles dans les groupes qui a écrit, tout ça là, c'est la première réflexe que nous avons du jour au jour. Alors, il y a des statistiques qui ont été faites, on dit, un individu dans le monde reste environ 2h19 sur un réseau social. Donc, on a fait un peu des estimations et on a estimé que nous restons environ, la moyenne c'est 2 heures et dans le monde entier. Donc, c'est quand même énorme. Et ces chiffres continuent à augmenter. Alors, un autre côté caché des réseaux sociaux, il y a l'augmentation de personnes dépressives et se développe dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de gens font des dépressions sur les réseaux sociaux. Comment? Une personne qui reste 5 heures, par exemple, ou plus, il a la chance, 2 sur 5, plus de chances de développer des symptômes de dépression. Comment cela arrive? À chaque fois, les ingénieurs qui conçoivent ces outils, les téléphones par exemple, ils ont mis en place les systèmes de notification. À chaque fois quand il y a des notifications, les cerveaux libèrent de la dopamine, c'est-à-dire l'hormone du plaisir. On prend plaisir à dire, bon voilà, cela stimule un circuit de plaisir. Et la personne va aller systématiquement sur ses réseaux sociaux pour vérifier si elle a reçu des likes, des followers. Donc, quand on reçoit une notification, on a ces plaisirs-là. Ah tiens, par exemple, j'avais fait une publication. Dès que je sens qu'il y a beaucoup de notifications, je sens ces plaisirs-là de dire, ah voilà, je suis suivi et ça me donne encore envie de partager encore. Et je vais vérifier si j'ai des followers, j'ai des likes, tout ça là. Des gens me suivent, j'ai des demandes d'amis et ça me donne du plaisir. Dès que, par exemple, aujourd'hui, j'avais par exemple 5, par exemple, j'ai donné un exemple au hasard comme ça, 50 notifications. Ça me donne encore l'envie de poster, de publier. Mais demain ou après-demain, si je n'ai pas ces mêmes nombres de notifications, je me sens comme si je suis marginalisé. Je ne suis pas aimé sur les réseaux sociaux. Donc les gens ne m'intéressent plus à moi. Et ça crée de la dépression. Donc, ce sont des éléments qui affectent de plus en plus, surtout auprès des jeunes. Donc, quand un jeune partage ou une jeune fille partage, par exemple, sa photo sur Facebook, elle aime bien voir qu'il y a beaucoup de j'aime sur son statut, sur sa publication. Et elle essaye peut-être, oui, ces jeunes-là essayent toujours de comparer ce que lui, il a publié avec les autres.
si son ami a plus de j'aime que lui, ça va créer en lui un sentiment un peu de rejet. Donc je ne suis pas aimé, je ne suis pas suivi. Pourquoi seulement elle? Donc ça crée un sentiment de dépression ça peut créer la dépression à cause de nos activités sur les réseaux sociaux. Donc à part ça, il y a aussi le risque dans, excusez le terme, j'ai oublié le terme en question, de la dépendance, de la dépendance aux réseaux sociaux, l'addiction, voilà, l'addiction. Ça risque de créer de l'addiction. Donc, tous les jours, c'est comme si on a toujours envie là de savoir qu'est-ce qui se passe sur Internet. Et ça crée beaucoup de problèmes. Il y a aussi un dernier point qui a tendance à augmenter, le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement sur Internet a augmenté et augmente du jour au jour. Comment? La plupart des personnes, déjà sur les réseaux sociaux, les gens viennent, quoi qu'on en dise, les gens viennent de manière anonyme. Je peux créer un compte, j'ai mis une fausse identité, mais par contre, il y a d'autres personnes qui créent des comptes qui sont réellement, il est réellement attaché avec son compte. Et du coup, si une personne publie, commence à harceler une personne sur son compte sur Facebook, ça crée de problèmes. Donc voilà un peu le grande ligne que j'avais à vous partager aujourd'hui concernant la face cachée de réseaux sociaux. J'ai dit et je vous remercie. Voilà, on passe à nos échanges. Si vous avez des questions ou des préoccupations, le débat est ouvert. Merci. Bon, en fait, j'avais une question, c'est concernant le premier DARC que vous avez parlé, qui est le système de messagerie. Donc, c'est que la partie que nous, on ne voit pas, la partie que les administrateurs voient de l'autre côté, de l'autre côté des réseaux sociaux. Alors, je voulais demander euh, comment ils trouvent cette partie très importante. Quel est le secret derrière la messagerie? Est-ce que c'est une importance qui part dans le cadre de l'économie? Par exemple, si aujourd'hui Zuckerberg a vu qu'il est important qu'il achète WhatsApp, et pourtant lui avait déjà Facebook, et que Facebook d'ailleurs il est très élargi que WhatsApp, parce que WhatsApp n'est que de messagerie. Alors, si il a pris la décision de payer WhatsApp, qu'est-ce qui motive le promoteur des réseaux sociaux, ou qu'est-ce qui se cache derrière la messagerie? Est-ce que c'est de l'argent? En tout cas, ce qui leur motive de tenir mieux en cadre la partie messagerie derrière ces réseaux sociaux. Merci. La messagerie, ça, quand on publie un post, on fait en sorte
comment je peux expliquer. On fait en sorte que ça soit des fois pas trop personnel. Ou même si c'est personnel, mais on ne sait pas dire directement si c'est mon sentiment ou pas. Peut-être je peux copier ça ailleurs. Alors que quand il y a des interactions directes entre moi et toi, c'est un dialogue. C'est un dialogue, on peut échanger sur un fait. Un fait, une interaction directe. Et en plus, pourquoi Facebook a acheté WhatsApp? Parce que Facebook, pour utiliser Facebook Messenger, il faut créer un compte, il faut trouver des amis qui sont aussi sur Facebook. Mais par contre, avec WhatsApp, c'est juste un numéro de téléphone. On a plus des contacts téléphoniques que sur des contacts WhatsApp. Donc, ce qui fait que il a trouvé aussi, il y a derrière tout ça, c'est aussi l'aspect économique. L'aspect économique qui se cache derrière cet achat-là. Donc, les administrateurs, ils ont trouvé que, et comme on dit, il y a, bien comme on dit, c'est bout en bout, c'est crypté, c'est vrai, mais derrière les échanges, ils avaient toujours un œil là-dessus, dans les messages. C'est une manière aussi pour eux de contrôler nos communications. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Merci pour la parole. Moi, j'avais aussi une petite question sur le même sujet. J'aimerais savoir si vous pouvez avoir l'information du modèle économique de Facebook pour l'achat de WhatsApp. Comment ils arrivent à engendrer, comment ils arrivent à gagner de l'argent avec WhatsApp? Parce qu'il y a un moment, ils avaient opté pour un système de publicité, mais ça a été vite arrêté pour les histoires de données personnelles et tout. Et maintenant, comment ça se passe? Comment ils font pour gagner de l'argent? Au départ, quand WhatsApp, c'était encore, je crois, pour une autre société, hein, c'était d'abord WhatsApp, c'était gratuit la première année. Et la deuxième année, il fallait payer $1. C'était ça. D'abord, c'était ça WhatsApp. Et ensuite, quand Facebook a racheté WhatsApp, il a mis ça totalement gratuit. Alors, comment est-ce que WhatsApp ou Facebook arrive à rentabiliser son modèle économique? Premièrement, d'abord, il veut d'abord attirer beaucoup d'utilisateurs. Il veut d'abord créer une dépendance. La première deux choses, créer d'abord une dépendance. Je vous donne quelque chose de gratuit et je crée une dépendance en vous. Et ensuite, un moment, parce que c'est dépendant de vous. Vous avez passé beaucoup de temps à n'utiliser que cette chose. À un moment, je peux venir, je vous dis, bon, payez-moi $5 pour utiliser. Vu que il y a déjà cette dépendance en vous, bon, vous allez estimer que bon, $5, c'est pas grand-chose. Vu ce que j'ai fait avec cet outil, bon, je peux quand même payer. Ça, c'est déjà de 1. De 2,
ils ont plus utilisé la vente des données personnelles. Bon, peut-être ici au Congo, ça n'a... Bon, je ne sais pas l'ampleur de ça, mais dans d'autres pays, par exemple, quand vous allez vous naviguer, vous interagissez sur Facebook, vous regardez par exemple les restaurants, tout ça là, la pub, par exemple, pour des contenus qui ont un rapport, par exemple, avec telle chose. Et en rapport avec ça, ces sociétés-là, Facebook, créent des profils et ils peuvent revendre ça à d'autres firmes. Ils disent par exemple, bon, vous aimez trop la restauration. À midi, vous cherchez tout le temps là où il faut manger, où il faut trouver de quoi mettre sur la dent. Qu'est-ce que Facebook va faire? Il va prendre ces données-là. Pas seulement vous, mais des milliers de personnes, voire même des millions. Ils peuvent aller chez, par exemple, une grande société de fast-food. Il dit, tiens, moi, j'ai 5 millions de personnes qui s'intéressent à telle chose. Si vous voulez savoir qui s'intéresse à ces choses-là, payez-moi. Et ces sociétés-là payent. Et ensuite, quand vous avez votre téléphone, vous êtes sur Facebook, vous passez par exemple à côté ici, tiens, on vous bombarde une publicité, on vous dit, bon, tiens, il y a un restaurant à 5 minutes d'ici, voilà ce qu'il propose. Ça, c'est déjà le modèle économique qu'ils ont mis en place. Et ensuite, comme je l'ai dit tantôt aussi, par rapport à la dépendance, comme maintenant, vous voyez qu'il y a des millions de gens qui utilisent, des millions de gens qui sont sur Facebook, ils proposent maintenant le système de ceux qui font le commerce, le système de boostage. Les gens qui boostent leurs publications. Ah, par exemple, on a une activité, on aimerait bien avoir des milliers de gens qui viennent, qui peuvent venir dans notre activité. Quand vous boostez, vous allez payer, non? Vous allez payer à Facebook pour que votre publication soit visible à des milliers de personnes. Tout ça, c'est leur algorithme qu'ils ont mis en place. Donc, en payant, vous donnez de l'argent à Facebook. Et vous n'êtes pas le seul. Il y a sûrement des milliers de personnes qui font les boostages de leurs publications. Et maintenant, vous allez remarquer, maintenant là, il y a de plus en plus, quand vous lisez les contenus, avant, Facebook faisait plus, c'était les contenus de vos amis qui étaient visibles, ou des amis de vos amis qui étaient visibles. Mais maintenant, vous allez remarquer, il y a plus, vous voyez un contenu en bas, c'est sponsorisé. Je ne sais pas si vous regardez, vous faites attention à ça. Sponsorisé. Sponsorisé, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a payé pour que ça s'affiche sur votre fil d'actualité. Et si vous êtes intéressé, ils estiment que vous pourrez aimer ces contenus-là. Si vous cliquez, vous likez, lui, il gagne. C'est lui qui a posté, il gagne. Et Facebook aussi gagne. Donc, c'est comme ça qu'ils font maintenant. Et même, il y a récemment, face à cette problématique de la vente des données, les utilisateurs, par exemple en Europe, ils ont demandé, bon, c'est encore en cours, ils ont demandé carrément à Facebook de leur proposer un montant pour accéder à leur plateforme et de ne plus exploiter leurs données personnelles. Dire par exemple, bon, chaque année, moi, pour utiliser votre plateforme,
je paye 5 dollars ou 10 dollars par exemple. Mais n'exploitez plus mes données, ne me renvoyez plus de la pub que moi je ne veux pas. Voilà un peu les modèles économiques qu'ils ont mis en place en profitant bien sûr de cette face cachée des réseaux sociaux. Voilà un peu. Une autre préoccupation? Oui, bonjour monsieur. Oui, monsieur, j'ai juste une petite question à vous poser. J'avais pas bien compris en fait la définition de la cybercriminalité. En fait, ça c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est il y a à peine, je crois, 2 jours, j'étais quelque part. J'avais vu juste un petit garçon comme ça qui tenait son portable. En fait, j'avais vu là où j'étais, un petit garçon comme ça, il tenait son portable, il était avec son ami. En fait, il regardait, ils étaient entrés sur Facebook. Maintenant, il regardait en fait certaines images qui n'est pas appropriées je peux dire à leur âge. Mais non, je me suis dit, bon, est-ce qu'il y a... En fait, je me suis dit, bon, est-ce que Facebook, par exemple, ils peuvent pas créer, en fait, je sais pas, quelque chose pour sécuriser un peu, en fait, certaines données par rapport à l'âge et tout, parce que ces garçons-là, en fait, si j'estime son âge, en fait, je peux dire que non, il avait 8 à 9 ans comme ça. Son âge, il avait 8 à 9 ans comme ça, il regardait certaines images, parce que moi j'étais là, ça m'a même gêné, j'étais avec ma grande sœur, donc on s'est juste éclipsé en fait, de ces côtés-là pour essayer un peu d'éviter cette, ces choses-là qui étaient un peu, excusez-moi les termes, qui étaient un peu macabres. Vous pouvez m'expliquer quelque chose comme ça? Si la cybercriminalité. La cybercriminalité, ce sont les crimes. Vous connaissez les crimes, non? Tout ce qui se passe dans le cyberespace. Donc, il y a des vols, il y a l'harcèlement, il y a les détournements des comptes, vol des cartes bancaires. Donc, tous les crimes qui se passent sur l'Internet. Donc, c'est ça que, à l'ensemble, là, c'est ce que nous appelons la cybercriminalité. Donc, comment lutter aussi contre ces phénomènes-là. Alors, pour la deuxième question, comment protéger les jeunes, les enfants par rapport au contenu? Est-ce que Facebook peut mettre en place un système? C'est comme ça que j'ai dit au début, c'est encore très difficile. C'est très difficile de lier. Moi, comme ça là, je vous vois, je sais que vous êtes adulte. Mais il y a des fois certaines personnes, en les voyant comme ça là, vous estimez que c'est un adulte, mais en réalité, peut-être c'est encore un mineur. Vous allez voir une grande personne comme ça, là, grand, avec sa masse et corpulence élancée. Vous lui demandez son âge, 17 ans, 16 ans, 15 ans. Ça, c'est déjà un problème. Deuxième problème, qu'est-ce qui prouve que... Parce que quand on vient se connecter sur Facebook ou WhatsApp, on ne met pas la carte d'identité. En fait, c'est un peu, il dit, la confiance, Facebook fait confiance à vous-même. L'âge que vous allez inscrire, c'est votre âge que vous allez donner. Je peux avoir 9 ans, mais j'écris, j'ai 35 ans. Parce qu'il ne demande pas la pièce d'identité.
Alors, là maintenant, ça crée des problèmes. Parce que là, si je me suis enregistré, par exemple, avec l'âge de 17 ans ou 15 ans, j'aurai accès à des contenus limités. D'après l'algorithme de Facebook, c'est fait comme ça. Mais si réellement, comme ça, je suis mineur, mais je m'inscris avec un âge qui est d'une personne majeure, Facebook ou Twitter ou tout autre réseau me laisse la liberté totale de faire ce que je veux. C'est ça un peu la difficulté. Mais si vous avez de jeunes tout autour de vous, il faut les conscientiser par rapport à ça. Si vous avez des enfants, c'est à vous de veiller au contenu que vos enfants consultent. C'est un peu comme à la télé, on met par exemple -10. Si vous n'êtes pas là, l'enfant qui a 6 ans, il peut regarder la télé. Est-ce quand la télé va dire non, ça c'est 10 ans, je bloque. Non, la télé, la technologie encore actuelle ne le permet pas. Donc c'est la responsabilité des parents, des adultes, de veiller au contenu que les jeunes regardent. Donc ça c'est encore difficile. C'est encore difficile pour Facebook ou d'autres réseaux sociaux de gérer ça. C'est difficile. Oui, mais comment il saura que ces contenus, ce sont les enfants qui regardent? À moins que lors de l'inscription, qu'on exige la carte d'identité. À moins qu'on exige, on dit, bon voilà, quand vous voulez vous... Je sais par exemple, à l'époque, Yahoo par exemple, avait commencé cette restriction-là. Pour ouvrir un compte Yahoo, il fallait beaucoup d'informations. Et finalement, les gens commençaient à trouver ça contraignant. Ça a profité à d'autres plateformes, genre Gmail. Il y a beaucoup plus d'utilisateurs. À l'époque, c'était Yahoo qui avait beaucoup plus d'abonnés. Mais quand il a commencé, vu les bévues qui se sont commises, tout ça là, il a mis en place des restrictions. Je connais une dame, elle était venue en Europe, elle était venue de l'Europe, et elle avait ouvert un compte mettant l'âge qu'elle avait 10, non, en tout cas mineur, mineur. Parce que c'était le compte entreprise ouvert par sa fille en Europe. Maintenant, elle est venue ici, elle voulait accéder à ses comptes Yahoo, ici. Yahoo avait bloqué. Du coup, il fallait, comme c'est un compte mineur, il fallait prouver que ce n'était pas un compte mineur. C'était très compliqué. Or, cette adresse-là, c'était utilisée pour ses contacts professionnels. Du coup, c'était bloqué. On a tenté, j'ai tenté jusqu'à un niveau. On est allé poser des questions dans le moteur de Yahoo, tout ça là, jusqu'à ce qu'on a donné un numéro de téléphone qu'il faut appeler, qui est aux États-Unis, et il fallait envoyer des pièces justificatives pour prouver que ce n'est pas, c'est bien son compte à elle. Donc c'était une très longue procédure. Donc c'est encore difficile pour dire
c'est encore difficile. Peut-être, bon, il y a, il y a 2 ans, on discutait avec quelqu'un si on peut inventer des télévisions, par exemple, des télévisions à reconnaissance faciale. Dès que vous venez vous identifier, on met l'identifiant à l'intérieur. Pour les enfants à la maison, dès que l'enfant vient devant la télé, on reconnaît que c'est un enfant, on réduit les contenus, les chaînes propres aux enfants. Ou même quand ils... Oui, compte enfant, mais si l'enfant utilise les comptes de son père. Ouais, ouais, donc si on peut faire ça, j'avais proposé, j'ai dit, bon, si vous pouvez faire ça, on s'aimait, si par exemple je suis avec mon fils ou ma fille, la télé regarde, ils sont à 2, bon, on fait un mixte entre les deux, les contenus pour jeunes, pour adultes, les contenus des adultes qui ne peuvent pas frustrer l'enfant. On regarde ensemble. Dès que l'enfant quitte les champs de la vision de la télé, les contenus s'adaptent à mon âge. Oui, donc c'est voilà un peu ce qu'il peut faire. Parce qu'il se pose ces problèmes de l'identité numérique. Ce problème est réel. Est-ce le compte vous appartenant? Est-ce réellement vous? C'est comme ça qu'on fait maintenant la liaison. On dit pour s'inscrire, il faut donner une adresse email. Avec l'adresse email, bonjour. Avec l'adresse email, il faut encore donner un numéro de téléphone. On appelle ça contrôle à 2 facteurs. En fait, on tend vraiment à vouloir vérifier réellement, identifier la personne qui utilise ces comptes. C'est vraiment un humain qui est identifié et identifiable. C'est l'idée qu'on veut vraiment mettre en place. Bon, c'est encore en cours de chemin. Peut-être dans un avenir, nous espérons proche. Mais il y a aussi, d'un autre côté, il y a d'autres personnes qui sont contre ils disent que non, nous venons de manière anonyme. Pourquoi vraiment nous identifier? Ça aussi, il y a encore des opposants qui s'élèvent par rapport à ça. Parce que au début de l'Internet, comme je l'ai dit tantôt, de groupes de discussion, de forums là, on était vraiment anonyme. On vient, on crée un pseudo et on navigue. On s'échange, on dialogue. Je ne sais pas avec qui je dialogue réellement. Il y avait un site que j'aimais beaucoup, chat.com. Chat.com, vous venez, il n'y avait pas d'inscription. Vous lancez, vous voulez chatter, vous mettez juste le pays où vous êtes. Ce n'était pas vraiment identifié. C'est à vous de dire que si je suis en France, vous dites que je suis en France, vous donnez votre sexe, vous dites par exemple votre genre, je suis une dame, vous pouvez être garçon mais vous mettez femme, vous pouvez être femme, vous mettez homme, comme vous voulez, et vous donnez pseudo, et vous donnez votre âge. C'était généralement entre 18, c'était plus 18 ans, jusqu'à 50.
vous mettez et vous commencez à naviguer. Et tout autour de vous, vous allez voir, quand vous apparaissez sur la liste des personnes connectées, alors, si vous voulez échanger avec une personne, vous regardez, vous dites, ah, je vois ces profils-ci, femmes, âge 50 ans, 40 ans, ça m'intéresse, je prends. Vous commencez à naviguer, vous échangez. À la fin, pour peut-être continuer vos discussions après, souvent ce qu'on faisait, on s'échangeait les adresses mail. Moi, par exemple, je sais, quand on était encore à l'université, il y a une personne, donc un étudiant, il était à la faculté de médecine, moi j'étais à la faculté de sciences. Je suis entré, j'ai pris Congo, on commençait à naviguer. Il m'a pris. On a commencé à discuter. Bonjour, hein, vous êtes où? Ah non, je suis à Kinshasa. Kinshasa où précisément? J'ai dit, ah non, je suis à l'UNIKID. Ah tiens, vous êtes à l'UNIKID. Moi aussi, je suis à l'UNIKID. Ah, dans quelle faculté? Ah, moi, je suis à la faculté des sciences. Ah tiens, moi, je suis à la faculté des médecines. Nous nous sommes échangés les adresses. Et puis, on a commencé à se correspondre et tout ça là. Et puis, on a fait les amitiés. Donc, c'était ça à l'époque. Et ces gens-là, ils sont encore nostalgiques de ça. Ils veulent vraiment que ça soit anonyme. L'Internet doit rester anonyme. Mais il y en a d'autres qui veulent, vu les dangers, tout ça, là, ils veulent vraiment qu'on puisse identifier une personne à un compte précis. Donc voilà un peu les dilemmes où se trouvent actuellement sur l'Internet. Oui, ingénieur, moi j'aimerais que vous puissiez rassurer le monsieur par rapport au robot Facebook qui permet à identifier les insultes, les contenus avec de la nudité et tout, qui bloque le personne et tout. Moi j'aimerais bien vous parler aussi de ça, que vous puissiez parler de ça aussi. Oui, il y a des algorithmes. Il y a des algorithmes, ils ont mis, en tout cas avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, je vous assure que, parce qu'à l'époque, ce qu'on pouvait plus identifier, c'était du texte. Bonjour, écrire bonjour, l'ordinateur reconnaissait bonjour. Mais une photo n'était pas identifiée. Je prends une photo avec une personne ou une photo avec un plan. À l'époque, l'ordinateur considérait ça comme la même chose. Mais maintenant, avec l'évolution de la technologie et de l'intelligence artificielle, on sait maintenant identifier. Donc c'est comme ça qu'à l'époque, par exemple, si vous publiez une photo avec de la nudité, par exemple, sur une plateforme, ce n'était pas la plateforme qui bloquait. Il fallait qu'un administrateur humain puisse voir cette photo et dire, tiens, cette publication n'est pas conforme à nos règles. Là, il va bloquer. À l'époque, c'était comme ça. Dans les forums, c'était manuel. C'était manuel. Vous publiez une photo, il faut peut-être que aussi une autre personne alerte les administrateurs, parce que les administrateurs n'étaient pas tout le temps permanents. Ils devaient alerter l'administrateur, et l'administrateur, il analyse, il voit, ah tiens, cette photo n'est pas conforme, il bloque. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, on sait identifier les photos. Je l'ai vu récemment, par exemple, cette photo ici, cette image, avec Google Photos. Quand vous prenez cette image comme photo, vous le mettez dans Google Photos, il va identifier sur cette image, il y a une personne,
il y a du texte, il peut même ressortir les textes qui est là. Il va vous proposer, maintenant j'ai vu que ça a vraiment évolué. Il va vous dire, sur cette image, il y a du texte, il y a le visage d'une personne, il peut vous dire probablement c'est une femme. Donc maintenant, ça commence à être automatisé. Donc dès que vous publiez quelque chose, parce que les réseaux sociaux maintenant ont toute une charte d'utilisation. Dès que vous publiez quelque chose qui va à l'encontre de leur charte, automatiquement on vous bloque. On vous bloque et j'ai vu il y a quelqu'un, un ami là, il est venu me voir parce qu'il avait fait l'apologie un peu au nazisme en publiant sur Facebook le livre d'un auteur là qui parlait un peu du nazisme et tout ça là. Automatiquement son compte était suspendu sur Facebook. Dès qu'il a publié, on a bloqué. Donc c'est maintenant parce que l'humain ne peut pas imaginer que il y a, comme on a dit, c'est 600 millions d'utilisateurs. 600 millions d'utilisateurs. Alors, moi, je dois être là à surveiller 600 millions. 600 millions d'utilisateurs et autant de posts qu'on publie. Donc, à peu près plus d'1 milliard. Si on a 600 millions, si chaque utilisateur publiait au moins un message toutes les minutes, imaginez le nombre de messages que nous avons et le nombre d'images que nous avons. Alors, s'il faut mettre une personne ou des personnes à surveiller tout ça là, donc il y a des algorithmes qui sont mis en place pour justement contrôler tout ça là. Donc, dès qu'il y a un contenu, ça passe, ça alerte maintenant les administrateurs et les administrateurs, peut-être par mesure de précaution, l'algorithme bloque le message et maintenant ils vont passer à analyser les contenus. Il y a aussi avec YouTube, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, si vous publiez une vidéo avec un son qui a été identifié avec un droit d'auteur, ils vont couper les sons automatiquement. Si vous n'avez pas réglé ces problèmes-là des droits d'auteur, votre vidéo n'aura pas de son. Ou par exemple, vous avez mis une musique de fond avec une chanson de quelqu'un, vous n'avez pas le droit. On vous bloque. Et c'est maintenant, les algorithmes continuent à évoluer. Donc, pour répondre un peu à votre préoccupation, donc, mais là aussi, ça dépend. Ça aussi, c'est le problème de l'âge. Il y a certains sites, on dit sites appropriés aux adultes. Là, on laisse ces contenus. On va laisser ce genre de contenu. Le grand problème, c'est seulement la personne qui est face à l'ordinateur. C'est un adulte ou un enfant? Je suis un enfant, mais j'accède à un site des adultes. Je déclare que je suis un adulte. La plateforme ne pourra rien faire. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à compléter à vos préoccupations. Oui.
En fait, moi, je voulais vous soutenir un peu et ajouter une question. Un jour, j'ai essayé de diffuser en direct le football, la Coupe du Monde sur TikTok, faire de live. Et j'ai été bloqué. Le message qui est revenu était que vous ne disposez pas des droits de diffusion des matchs en direct. Et pourtant, j'avais juste mis mon téléphone devant l'écran comme ça. Donc, ça a tellement évolué. Donc, les réseaux sociaux font de leur mieux. À nous de faire de notre mieux aussi. Donc, chacun doit faire sa part. Maintenant, ma question, c'était sur la notoriété sur les réseaux sociaux. Comment ça se fait qu'il y ait des gens qui sont plus populaires ou plus publics que les autres? Et pourtant, chacun d'eux fait les mêmes activités. Par exemple, je rentre sur LinkedIn. Moi, lorsque je publie sur LinkedIn, j'ai mon dernier post sur LinkedIn date d'hier et je me suis fait 856 vues de post. Mais il y a quelqu'un qui peut avoir publié ce matin même, mais il s'est fait 2 ou 3 cas de vues. Comment cela se fait-il qu'il y ait des gens qui sont plus vus que les autres et pourtant on publie sur la même plateforme et parfois même sur le même sujet? Le problème des vues là, je pense qu'on avait débattu ça une fois ici. Il y a deux aspects. Bon, je rentre d'abord dans l'aspect humain, normal. Je peux dire, c'est un peu comme l'art. Tel artiste fait une chanson, tel autre fait une chanson. Mais les gens s'intéressent plus à cet artiste que l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'on dit tel artiste est meilleur que l'autre? C'est un peu nos sentiments. Ça dépend des sentiments, des humeurs de personnes. Vous pouvez prendre le même contenu. Vous publiez une même photo, il y en a l'autre qui a 1000, vous n'avez que 50. Ça, c'est des 1. De 2, il y a c'est que les gens achètent des vues. Ça, c'est un des points que dans le modèle économique des réseaux sociaux. Les gens achètent des vues. Disent, tiens, moi, parce qu'on voit comme si c'est de la notoriété d'avoir plus de vues. Moi, par exemple, quand j'ai fait une publication, j'ai déjà, au premier jour, j'ai 10 000 vues. Donc, je suis plus suivi. Donc, je vais créer de l'influence. Si je peux dire quelque chose comme ça, les gens vont me suivre. Alors, je veux m'arranger à acheter des vues. J'achète des vues où il y a des entreprises qui sont spécialisées en ça. Donc, il y a par exemple, ils vont mettre en place des robots, des programmes qui vont aller cliquer. Après 10 minutes, ils cliquent automatiquement sur la vidéo. C'est comme si c'était des personnes qui visionnaient des vidéos là, ou les contenus là. En réalité, ce sont des robots. Alors, dans sa politique aussi, pour lutter aussi avec ces fausses vues-là, les réseaux sociaux ont développé des mécanismes. Ils regardent non seulement les vues, mais l'interaction. Si vous avez par exemple 1000 vues, il faut quand même qu'il y ait une proportion entre vos vues et les interactions. J'ai 1000 vues. Si j'ai par exemple 200 interactions,
Les gens qui ont commenté, les gens qui ont mis, qui ont appuyé sur les j'aime, c'est quand même proportionnel. Mais j'ai 1000 vues, je n'ai que 2 commentaires. C'est quand même... il n'y a pas de proportion là. Pardon? Oui, mais quand tu es suivi, il faut qu'il y ait quand même des gens qui vont réagir. Vous pouvez regarder sans commenter, sans s'abonner, mais si je vois quelque chose, il y a toujours une proportion. Il y a toujours une proportion. Je peux voir, ah tiens, bah, je reste là 10 minutes. Et aussi, les temps, ils calculent tout, hein, ils mettent vraiment un algorithme en place. Il y a aussi le temps de visionnage. Le temps de visionnage que vous restez là pour regarder la vidéo. Si vous restez pour une vidéo 10 minutes sur une vidéo, pour eux, ils trouvent que donc ces contenus ici vous a intéressé. 10 secondes, ils ne vont pas prendre ça en compte. Non, mais 10 secondes, vous téléchargez, ça va continuer. Tout ça, c'est calculé, non? Quand vous allez, le bouton de téléchargement, là, c'est intégré dans la plateforme. Donc, c'est une réaction. C'est une réaction. Donc, voir et suivi d'une réaction, ça doit être quand même proportionnel. S'il n'y a pas de proportion, donc c'est que c'est pas... on ne peut pas dire que c'est vrai. C'est un vrai compte. Souvent, il y a beaucoup maintenant qui achètent des vues. C'est aussi leur modèle économique. Ils disent, ah tiens, c'est comme je l'ai dit tantôt là, ça crée de la dépression. Quelqu'un qui n'a pas, il fait une publication, il dit que tiens, moi, quand quelqu'un publie actuellement sur les réseaux sociaux, lorsque quelqu'un publie, c'est pour avoir un grand nombre de commentaires, des j'aime, des vues, tout ça là. Les personnes, quand ils publient maintenant, ils calculent tout ça là. Ils ne mettent pas n'importe quoi. Ils font quelque chose pour que ça attire beaucoup de gens. Je vais prendre une de mes belles photos. Je vais mettre ça pour que beaucoup de gens regardent. Alors, quand il y aura ça, il faut qu'il y ait de l'interaction. Il faut qu'il y ait de l'interaction. Oui. Pardon? L'interaction, c'est-à-dire, vous avez publié, moi j'ai réagi. C'est ça l'interaction. Donc, un échange entre votre publication et moi. Vous avez publié, je peux commenter par exemple. Ah tiens, c'est top. Ah, c'est pas bon. Le téléchargement aussi, c'est une interaction. Vous publiez quelque chose, vous estimez que non, tiens, ça m'intéresse, j'aimerais garder cette vidéo. Je télécharge ça. Toutes les actions sur le plateforme là, c'est enregistré. Toutes les actions que nous faisons. Vous ouvrez une vidéo, ils enregistrent. Ils savent que telle personne, à telle heure, a regardé telle vidéo, à tel endroit, avec tel équipement, à telle heure. Ils enregistrent ça. Tout ça, c'est comptabilisé comme une interaction.
il était à tel endroit, il avait quel téléphone, c'était à quelle heure. Ils enregistrent tout ça. En fin de compte, ils vont prendre toutes ces informations-là, ils peuvent vendre ça à des sociétés tierces. Et c'est ce qui fait toute la face cachée des réseaux sociaux. Oui. Oui, hier, c'était mon petit frère qui faisait des recherches sur Opera Mini et il a vu là où on a écrit des cookies. Présentement, le cookie est connu comme des petits biscuits. C'est ça, non? Maintenant, je veux savoir c'est quoi d'abord un cookie? Oui. Oui. Les cookies, c'est encore un des points cachés. Avant, c'était fait à l'encontre de l'utilisateur. Les cookies, en termes d'informatique, en termes de sites internet, c'est un petit fichier. Donc, quand vous accédez sur un site, un petit fichier est créé sur votre disque dur. Et ces fichiers-là contiennent vos informations. Par exemple, le site que vous venez de visiter, toutes les actions que vous allez faire sur les sites, les différents sites, ça va être enregistré sur ces fichiers-là. Par exemple, vous avez consulté à telle heure un site sur la vente de chemises. Ils enregistrent ça. Vous avez consulté Facebook. Ça s'enregistre dans ces fichiers-là. Et le site maintenant va prendre ces fichiers-là, il enregistre ces informations-là dans la base des données. Et au fait, enregistrant ça, il crée un profil sur vous. Qu'est-ce que vous aimez regarder quand vous êtes sur Internet? Qu'est-ce que vous aimez? Vous aimez ça, vous aimez ça, vous aimez ça. En fin de compte, en créant votre profil, ils peuvent maintenant vous proposer du contenu adapté à votre profil. Remarquez par exemple si vous regardez plus, par exemple sur YouTube, des vidéos cadrées par exemple avec la politique. Vous allez voir quand vous venez encore, vous faites une recherche sur autre chose. On va vous proposer, par exemple, 10 vidéos en rapport avec votre recherche. Mais à partir de 11e, on va vous proposer une vidéo en rapport à ce que vous avez toujours regardé. C'est à cause de ces fichiers-là, les cookies-là. Donc, on faisait ça, on exploitait ça à l'insu de l'utilisateur. Quand les gens ont découvert ça, ils ont réagi, ils ont porté plainte, tout ça là. C'est maintenant que chaque site, s'ils exploitent, s'ils utilisent cette technologie, ils sont obligés de dire, voilà, moi, mon site utilise des cookies. Si tu veux naviguer sur mon site, tu es obligé d'accepter ces cookies, qu'on crée un profil sur toi. Si tu ne veux pas, tu t'en vas. Donc c'est maintenant une obligation. C'est un peu comme dans les grandes surfaces. On dit, quand vous placez des caméras, il faut informer aux gens que dans cet endroit, il y a des caméras de surveillance. Pourquoi? Parce que moi,
je peux être dans un endroit, je me dis, ah tiens, je suis seul. Bon, il n'y a personne qui me voit, je me déshabille, je peux changer les vêtements rapidement. Or, il y avait une caméra, qui enregistrait les images et du jour au lendemain, on voit une de mes vidéos apparaître en me déshabillant. Et maintenant, on a interdit. Les gens ont porté plainte. Je dis, mais moi, je n'étais pas informé. Je me cachais justement. Je savais qu'il n'y avait personne. Donc, informez-nous. À tel endroit, il y a des caméras. Donc, c'est ça un peu les cookies. Les rôles des cookies, en fait, c'est ça. C'est pour créer un profil de navigation sur vous. Oui. Alors, en parlant des cookies, moi j'aimerais juste ajouter, parce que moi je crée aussi des sites internet, et les cookies, c'est pas obligatoire d'en ajouter à chaque création de site. Mais souvent, pour participer à des programmes comme Google AdSense, les programmes qui permettent aux gens de gagner de l'argent avec leur site ou avec leur chaîne YouTube, Google nous oblige d'ajouter les cookies sur nos sites. Ça devient obligatoire. Soit tu ajoutes, soit tu participes pas au programme Google AdSense. C'est devenu un peu obligatoire pour gagner de l'argent. Il faut ajouter les cookies sur ton site pour participer au programme. Voilà. Donc, avant, ils faisaient ça à l'insu de l'utilisateur. Maintenant, parce qu'ils gagnaient à l'insu de l'utilisateur. Ils mettent des cookies, ils créent votre profil, ils récupèrent, ils vont vendre ces profils-là auprès d'autres entreprises. Remarquez, maintenant plus Google a d'autres applications, mais avant, rien que le moteur de recherche Google, parce que nous l'utilisons gratuitement. Comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent? Mais on dit que Google a beaucoup d'argent. Comment est-ce que Google gagnait de l'argent? Ils vendaient justement les navigations, les classements sur le moteur de recherche, l'apparition des résultats des recherches. Ils vendaient ça. Ici, peut-être ici au Congo, mais aux États-Unis, puisque c'est l'outil, le premier outil de recherche sur Internet. Je cherche par exemple là où je peux acheter une maison, où je peux acheter de belles télévisions. Je vais chez Google, je tape télévision Samsung. Les résultats qui vont apparaître là. Dans le top du classement, telle entreprise va apparaître telle. Mais l'entreprise là va chez Google, dit Google, dans vos résultats des recherches, toutes les personnes qui tapent par exemple télévision Samsung, moi je vais apparaître le premier. Tu vas apparaître le premier, oui. Pour ça, autant. L'autre vient. Ah, moi je vais apparaître dans les résultats le premier. Non, il y a déjà quelqu'un qui a pris le premier. Deuxième, parce que dans le moteur de recherche, vous allez voir que les résultats, ça donne des milliers de pages. Mais généralement, la navigation, on s'arrête à la première, deuxième, rarement troisième page. Si on n'a pas trouvé ce qu'on cherche dans les deux premières ou troisième pages, on change les critères de recherche. Donc, c'est une grande machine à sous, hein, ces histoires de réseaux sociaux, de moteurs de recherche, tout ça. En fait, moi, j'ai un questionnement par rapport à ce que vous venez de dire, parce que vous avez dit que, en fait, vous avez évoqué le fait selon lequel Google serait une plateforme gratuite pour effectuer des recherches notamment.
Parce que moi, je m'en souviens que lorsque j'étais enfant, je me servais trop du logiciel Encarta. Je ne sais pas si vous avez une idée. Voilà. Je me servais du logiciel Encarta et justement, c'est ça. Je me servais de l'encyclopédie Encarta quand j'étais petite. Et brusquement, en 2009, si je me souviens bien, parce que mon frère, en fait, à chaque fois qu'il y avait des mises à jour, il les faisait parce que je me servais vraiment de l'application. Et puis en 2009, j'ai appris que ça ne fonctionnait plus, en fait. En fait, Encarta n'existe plus. Jusqu'à ce jour, ça n'existe plus. Alors, parce que maintenant, lorsque parce que j'étais curieuse et puis j'ai essayé de faire des recherches et je me suis rendu compte qu'il y avait certaines personnes qui postulaient que justement Encarta, vu que c'était quelque chose de gratuit auquel tout le monde pouvait accéder, alors ça concurrençait un peu les moteurs de recherche à l'époque. Alors, je ne comprends pas très bien. Est-ce que Google est réellement gratuit ou bien c'était juste une façon pour vous de parler? Parce que je me souviens qu'Encarta, c'était vraiment dès que tu tapes les mots, donc sans avoir à payer tes données, tu as l'information que tu cherches. Or, Google demande des forfaits. Ça ne se fait pas gratuitement comme ouais, Facebook gratuit ou bien moi, je ne sais quelle autre application de ce genre. Donc, c'est un peu ça mon questionnement. Merci. Google, c'est gratuit, je confirme. Pour utiliser Google, vous payez à qui? Oui, mais je vais arriver. Oui, je vais arriver. Oui, les données mobiles. Non, les données mobiles, vous ne payez pas à Google, vous payez aux opérateurs pour avoir l'accès à Google. Mais Google en soi, vous ne payez rien. Vous ne payez rien chez Google, vous n'allez pas... Pardon? Oui, ça c'est... Oui, ça c'est... On va en parler au mois de ce sujet-là. On va expliquer un peu le fonctionnement de l'Internet, comment et tout ça là. Ça, on va arriver. C'est un des thèmes de G du numérique. Mais en soi, j'ai dit que l'application Google, on ne paye rien. On ne paye pas directement comme ça là. Vous n'allez pas vous dire... Il y a des sites, par exemple, pour avoir accès à certains sites, il faut payer. Mais Google, vous ne payez rien. Pour utiliser l'écran là, Google. Encarta, par exemple, Encarta, c'est un logiciel. C'est un logiciel. Google aussi, c'est un logiciel. Encarta, c'est un logiciel de Microsoft qui était gratuit. Je ne sais pas très bien si c'était vraiment gratuit, mais j'ai dit que c'était gratuit. Il fallait installer le CD, tout ça là. Microsoft, c'est une entreprise. C'est une entreprise. Maintenir ses produits, il y a un coût, parce qu'il y avait vraiment de la concurrence. Hein. Il y a Wikipédia qui a fait la concurrence. Oui, qui a fait la concurrence à Encarta. Du coup, maintenir les équipes à poursuivre les développements de Encarta, Microsoft a abandonné. Mm. Mm. Oui, bah, ils ont dit que c'était pour maintenir ces produits. Pour maintenir ces produits, c'était payant, tout ça. Il fallait payer les équipes, tout ça. Oui. Mais par contre, vous voyez, maintenant, Wikipédia a pris les dessus. Pourquoi? Parce que c'est cet aspect-là un peu de gratuit aussi. Et aussi, tout le monde contribue. Par contre, Encarta, c'est Microsoft qui publie les articles. S'il trouve que cet article n'est pas intéressant, il ne va pas le publier. Mais Wikipédia, vous pouvez être contributeur chez Wikipédia. Vous avez lu un article, quelque chose, un événement, une histoire. Vous pouvez mettre ça sur Wikipédia. Oui.
Oui, c'est ça aussi la face cachée des fausses informations. Les fausses informations, ça pullule en tout cas sur. En fait, c'est la confiance que nous avons donnée à l'Internet. Moi, je sais, au début, il y avait une amie venue me voir et me pose la question, est-ce que tu peux me donner la signification, me voir devant l'ordinateur. Donne-moi la signification de mon nom en tapant sur l'ordinateur. Mais comment je vais l'ordinateur? Non, parce que les gens trouvaient que c'était quelque chose de super intelligent. L'ordinateur faisait tout. Il y a même quand il y a des débats, quand les gens n'arrivent pas à se départager, ils disent, tu vois, quand les gens n'arrivent pas à se départager, ils disent, on va aller sur Internet. On va aller sur Internet, on va aller chercher. Or, l'Internet, là, ce sont des personnes, des gens qui ont alimenté ces informations. Si vous tombez sur la fausse information, ça passe. Vous allez dire que, ah non, Google a dit. C'est la fausse information. Non, moi j'ai vu sur Google. C'est la fausse information. Donc, c'est à nous de juger. C'est à nous de juger et de savoir ce qu'on voit, ce qu'on publie, tout ça là. Donc, c'est un peu ça. Une dernière préoccupation. Oui, étant donné que je suis venu en retard, j'aimerais que vous puissiez conclure à quoi sert, quel est l'avantage plutôt de la face cachée des réseaux sociaux et quel est son désavantage. Et une autre question est que gagne Facebook lorsque nous utilisons les données gratuites et qu'est-ce qui gagne encore lorsque nous achetons nos forfaits Internet. Et la troisième question que j'ai reçue hier auprès d'un petit là qui est très curieux, il m'a demandé pourquoi Gmail ne fait pas partie des réseaux sociaux. Merci. Que gagne Facebook quand il y a Facebook gratuit et Facebook payant? En fait, Facebook gratuit, Facebook payant, ce n'est pas Facebook, c'est l'opérateur. C'est RTL, Vodacom ou Orange qui ont fait ça. C'est-à-dire, ils ont mis en place un système. En fait, c'est pour eux un système pour gagner des abonnés. C'est pour eux un système de gagner des abonnés, des gens qui vont avoir des SIM, RTL, Vodacom ou Orange ou Africell. Facebook n'a rien à voir avec ça. Bon, peut-être qu'ils ont, je ne sais pas, mais c'est vraiment eux. Ce sont les opérateurs. Le mode gratuit, c'est les opérateurs qui mettent ça. Vous allez remarquer que ça passe pour tel autre réseau, tel autre opérateur ne passe pas. C'est les opérateurs qui mettent ça en place pour gagner un peu. Ils savent que beaucoup de gens utilisent les réseaux sociaux maintenant, là, en l'occurrence Facebook. Alors, si pour garder, parce que les gens, il y a des personnes, à moindre pépin, ils changent de SIM. Si ici ça marche bien, ils changent, ils prennent une autre SIM, ils changent. Pour garder, pour fidéliser les abonnés, il dit, tiens, si vous avez ma SIM, je te donne Facebook gratuit. Et vous allez remarquer que avec ces modes-là, les photos ne s'affichent pas. Les photos, les vidéos, rien, il n'y a que du texte. Ou peut-être faire des messengers.
Il n'y a que ça qui passe. Les autres options ne passent pas. Donc ce sont les opérateurs qui font ça. Deuxième question, pourquoi Google... Pardon? Qui gagne Facebook? Oui, c'est comme je l'ai dit. Facebook, quand Facebook, ce n'est pas vous comme ça, là. C'est un peu le côté obscur. C'est un peu le côté obscur de ces réseaux sociaux-là. Ils gagnent avec ces cookies-là, comme je l'ai dit tantôt, ils gagnent en vendant vos données à des tierces, à d'autres sociétés qui en profitent pour passer la publicité dans la plateforme. Ils gagnent de la publicité. Parce que les gens payent pour faire passer de la publicité. Le boostage, tous les boostages que nous faisons, tout ça là. Les liens sponsorisés, tout ça là. C'est de la publicité. C'est ça que les Facebook, ils payent. Ce sont des grandes firmes. Ils payent là-bas chez Facebook. Donc ils récoltent de l'argent. Alors, Google fait-il partie de réseaux sociaux? Bon, il faut d'abord commencer par définir c'est quoi un réseau social. Un réseau social, c'est une application qui permet une interaction entre... c'est un peu de manière générale comme ça, là, on dit. Pardon? Ouais. Est-ce il n'y a pas une interaction au niveau de Google? C'est seulement dans un sens. Bon, on ne les classe pas encore, pas encore. Google, c'est vraiment un moteur de recherche. Ah, Gmail. Ah, ok. Gmail, c'est... Ouais, on peut dire que c'est un réseau social parce que ça fait la messagerie, non? C'est la messagerie. Il y a un échange. C'est de la messagerie. C'est de la messagerie. C'est un réseau social. Pas comme... donc, chaque réseau social est particulier selon son utilisation. Snapchat, on dit que c'est un réseau social, mais ce n'est pas la même chose avec Facebook. Ils ne font pas la même chose. Gmail, c'est un réseau social. Oui, monsieur Olivier, j'attendais votre intervention. Oui, bonjour à tous. Bon, alors, ma question, bon, c'est, comment dire, c'est une préoccupation un peu là. Vous avez suivi récemment le fameux robot là qui est le ChatGPT maintenant là. Le ChatGPT, c'est celui-là, le ChatGPT. Alors, maintenant, par rapport à ça, donc, vous avez la face cachée, réseaux sociaux. On a Google qui était pratiquement le principal moteur de recherche. Et comment vous êtes en train d'entrevoir le futur réseaux sociaux avec Google et maintenant le grand concurrent de ChatGPT? Oui. Qu'est-ce que vous voyez dans le futur? Quel sera le scénario dans les mois ou dans les années qui suivent ici par rapport à ça? En fait, j'ai entendu ce que vous avez dit par rapport à cette obsession qu'avaient les gens. Parce que ça se voit, on observe que lorsqu'une personne veut
poster quelque chose, surtout une photo, c'est toujours quelque chose d'attrayant. Alors, je me dis, en fait, comment vous entrevoyez les choses? Est-ce que vous ne voyez pas que les réseaux sociaux, en fait, vous avez évoqué leur face cachée. Est-ce que vous ne voyez pas que ça vire un peu à l'obsession là? Vous ne voyez pas que les gens, parce que je ne sais pas, pour moi en tout cas, ça ressemble à une sorte de psychose parce que je ne peux pas comprendre l'effet que les gens veulent forcément paraître bien, même si au fond d'eux ils se sentent mal, mais ils se disent que si c'est pour faire ça dans les réseaux sociaux pour que tout le monde me voit, il faut que je fasse quelque chose de bien. Si je dois poster une photo, il faut que ça soit la meilleure de toute ma galerie. Comment vous voyez les choses, que vous ne voyez pas qu'il y a un danger dans la face cachée des réseaux sociaux? C'est ça ma question. Je commence d'abord par M. Olivier. Chat GPT. Les chatbots, on en parle maintenant là. Comment on a... Bon, c'est l'intelligence artificielle. Donc, l'avenir de l'Internet, c'est dans l'Internet. On voit déjà que c'est l'intelligence artificielle. Donc, ça va changer, sûrement. Tel qu'on voit les choses, hein, les choses pourront changer radicalement. J'imagine même que ça sera déjà, parce que on a déjà créé les profils, tout ça là. Dès que vous vous levez le matin, on a déjà votre profil, tout ça là. On sait que le matin, vous allez prendre un petit déjeuner ou quoi que ce soit, vous allez prendre le transport, tout ça là. Dès que vous levez le matin, vous ouvrez votre application, l'application du futur, il va vous planifier déjà toute votre journée. Je vois ça comme ça là. Il va planifier votre journée, il va vous dire, bon tiens, vous allez passer comme ça là, le transport va arriver à telle heure, vous allez descendre, Ça c'est... Avec le métaverse qui arrive aussi, mais qui semble aussi échouer. Pas encore, mais c'est discutable parce que Facebook, j'ai lu un article, il a investi beaucoup d'argent, mais il n'a pas eu les résultats escomptés par rapport au métaverse. Hein? Mais il continue toujours à investir. Et les chats GPT arrivent encore, l'intelligence artificielle. Donc, l'avenir, ça va être entre les deux. Entre les deux. L'intelligence artificielle mêlée un peu avec les métaverses. C'est ça vraiment les features de l'Internet, c'est que je vois. En tout cas. Pardon? Oui. Non, il va s'adapter. Hein. Il va s'adapter. Il va s'adapter par rapport à ça. Ça sera plus l'interaction, hein, les gens, peut-être la parole. Je vais ça, il parle comme ça, là, il dit, il a déjà les résultats. On n'aura plus besoin de taper, de saisir, tout ça là. Donc c'est ça un peu l'avenir, ça sera entre l'intelligence artificielle et les métaverses. C'est vraiment les deux là qui vont jouer dans les futurs. Les deux là. Une petite précision donc, c'est juste pour dire que en fait, par rapport à ce que vous avez dit pour Facebook, Zach, par rapport au métaverse, bon, il est vrai que bon, il faut déjà dire que le métaverse, ce n'est pas, disons, il est assez récent, donc pratiquement, on a en 2020, disons 2022, 2021, autour de juillet, quelque chose comme ça.
Donc, quand ça a commencé, bien qu'il y avait déjà dans les années, avant, il y a quelques années avant déjà, il y avait ces idées-là qui étaient déjà lancées, mais ce n'était pas encore bien consolidé. Voilà. Mais est-il que par rapport à ça, donc, même quand Zach a dit ça, quand il a lancé finalement cette histoire du métaverse, pardon, l'architecture ou l'infrastructure pour bien maîtriser en fait cette nouvelle technologie-là n'était pas encore là. Alors, ce qui fait qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont pris cela, disons, à bras le corps. Donc, le métaverse, les différentes technologies, les différentes utilisations et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, bon, donc, ce qui fait que je voulais juste vous dire que ce n'est pas quelque chose qui échoue, donc, non, pas du tout. Ça va continuer, effectivement. Ah, donc, le résultat. Oh, ouais. Bon, on est encore, donc, il faut, il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup de développement dans ce domaine-là. Et bon, même l'intelligence artificielle aussi, l'intelligence artificielle de chat. Donc, en fait, quand maintenant on voit ça, on voit bien que les réseaux sociaux tels que on les utilisait enfin, pendant tout ce temps ici, on sera bien obligé de s'adapter à une nouvelle forme d'utilisation. Donc, il faudra bien, on est bien obligé à s'adapter parce que ça va très vite aussi, ça va très très vite. Et je crois que c'est là que nous sommes, en tant qu'utilisateurs, on est bien obligé de faire aussi attention à notre façon de les utiliser. Parce que ça apporte beaucoup de points positifs, les pros, mais il y a beaucoup de cons aussi. Donc, les aspects négatifs ça peut être psychologique et autres, là, qui peuvent amener aussi à la dérive. Donc, c'est un peu ça que Par rapport à votre préoccupation, oui, c'est un peu la nature de l'homme, hein, de l'humain. L'humain a tendance à aimer ce qui est beau. L'humain a tendance à aimer ce qui est beau, ce qui peut plaire à ses yeux, tout ça là, à ses oreilles, tout ça là. À son nez, ce qui sent bon, tout ça là. Ça, c'est la nature. Donc, ça devient une obsession. C'est vraiment ça. Donc, quand on est sur... si on veut... Donc, il y a deux phases, il y a deux côtés, tu peux dire. Moi, je veux me présenter, j'aime bien, je vais aimer bien me présenter en ce qui est bien en moi. Mais l'autre, je vais présenter le mal de l'autre. Vous allez voir, maintenant, il y a ces deux tendances-là. Ce qui est à moi, je présente, les gens publient les bons côtés de moi. Mais quand il y a les mauvaises actions, je publie des autres. C'est la tendance sur les réseaux sociaux. Peut-être, bon, si moi j'ai fait une mauvaise action, je ne pourrais pas le publier. Mais si toi tu l'as fait, je vais publier ça facilement. Donc c'est comme ça, c'est ça maintenant, c'est ça les réseaux sociaux. Donc moi je veux publier, si je suis par exemple bien, je suis quelque part dans un environnement beau, propre, je publie. Si je trouve que je suis dans une douche qui est propre, bien là, je vais publier. Si je suis dans une chambre bien propre, je veux publier. Mais le jour où je serai dans un environnement sale, tout ça là, je ne publie pas.
Si je suis dans une chambre où désorganisée, je ne publie rien. Mais par contre, si toi, qui aimais toujours publier tes belles photos, mais le jour où je vais te voir dans un environnement malpropre, ça va m'intéresser. Je vais publier. Voilà un peu, c'est un peu ça, c'est une des faces cachées des réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment une obsession. C'est vraiment une obsession maintenant. Là. Donc, tout le monde veut apparaître, veut se faire voir. Et tout le monde veut influencer, devenir influenceur ou influenceuse sur les réseaux sociaux. Donc, voilà un peu... en guise de conclusion, comme vous l'avez demandé, qu'est-ce que l'avantage ou les désavantages des réseaux, de la face cachée des réseaux sociaux? Bon, l'avantage, ça dépend. Ça profite plus aux grands les grandes plateformes, c'est qui en profitent. Les désavantages, il y a ces côtés-là, les histoires de harcèlement, ça a augmenté. Le nombre de cyberharcèlements, ça a augmenté. La cybercriminalité, ça a augmenté. Des fausses informations, ça a augmenté. Le nombre a augmenté avec l'arrivée des réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment, quand vous recevez une information, on a aussi cette facilité-là des outils, quand vous avez une information, de vérifier, de contre-vérifier et de se faire une idée sur la nature de l'information. Mais les gens ne veulent pas. On a toujours tendance, on publie directement et on propage les fausses informations. Donc voilà un peu ce qu'on avait à dire pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir répondu présent à ces rendez-vous, premier rendez-vous de 2023. Malheureusement, celle qui devait intervenir, elle a eu un empêchement en dernière minute. Donc, le rendez-vous est pris jeudi prochain, à la même heure. Et cette fois-ci, nous allons parler le numérique dans l'ingénierie. Donc, les numériques dans l'ingénierie. Donc, nous allons inviter les ingénieurs. Ils viendront nous parler un peu de l'apport du numérique dans leur domaine. Merci et à jeudi prochain.